Bien, bonjour à tous. Voici donc la deuxième vidéo sur le théorème du moment cinétique en ce qui concerne donc une application. Alors l'application, je l'ai voulu sur le pendule simple, qui est un exemple que l'on traite aussi bien avec le principe fondamental de la dynamique avec un point de vue énergétique. Et là donc nouvel outil, le théorème du moment cinétique. Alors vous avez donc ici donc un schéma de résolution en 4 étapes. Je vous conseille de vous reporter la vidéo sur la méthodologie de résolution qui est aussi valable pour le théorème du moment cinétique. Cette première étape sur la schématisation, c'est celle qui me semble moi le plus important. Après, chacun fait comme il l'entend. Mais l'idée est de mettre sur un schéma et autour de schéma toutes les indications qui nous seront utiles, notamment pour la résolution mathématique dans ce qui va suivre. Donc ici, j'ai conservé donc la présence d'un fluide, en particulier par exemple l'air, ce qui justifie donc ici la présence de deux forces d'interaction supplémentaires par rapport au pendule simple dans le vide, qui est la poussée d'Archimède que je note pi, et les forces de frottement fluide que je vais prendre donc de format linéaire, c'est-à-dire proportionnel au vecteur vitesse. Donc ici orienté donc plutôt vers le bas et la gauche, puisque j'ai choisi un sens du mouvement, donc à l'instant de la photographie, c'est-à-dire à l'instant du schéma. Ici donc avec une vitesse montante, je dirais, donc suivant le même sens que Uθ. J'ai indiqué ici en bas à gauche donc les indications qui me seront utiles par rapport à la base cylindrique. Alors je rappelle ici que j'ai choisi le plan z égale 0 pour effectuer ce schéma. Le vecteur position, comme le pendule simple, a une longueur constante qui vaut ici grand L, donc ça sera L suivant URO dans la base cylindrique, et le vecteur vitesse, comme cette longueur L est constante, ça fera donc Lθ point suivant Uθ pour le vecteur vitesse. Donc ça, ce sont des indications dont on aura besoin dans l'application du théorème du moment cinétique. Alors par rapport à la deuxième étape, la mise en équation, donc on peut commencer par écrire donc, le théorème du moment cinétique. Je vous rappelle, c'est la dérivée du moment cinétique, donc dérivée temporelle, du moment cinétique qui est égal au moment de la résultante donc des forces d'interaction avec une condition, c'est-à-dire que O, il faut que ce soit un point fixe dans le référentiel d'étude que l'on va supposer ici donc galiléen. Donc voilà pour le début de cette application. Alors voyons un petit peu. Donc pour la mise en équation, on voit qu'il faut calculer le moment cinétique, puis sa dérivée, et calculer le moment de la résultante des forces. Alors commençons par calculer le moment cinétique. Alors, si on calcule le moment cinétique donc, par rapport aux pointes O du point M, en appliquant la définition, je rappelle la définition, produit vectoriel donc du vecteur position si O est l'origine du référentiel d'étude, ce qui est le cas ici, multiplié par le vecteur quantité de mouvement qu'on peut noter directement, donc le produit de la masse par le vecteur vitesse. Je remplace ici les expressions du vecteur position en fonction des vecteurs unitaires, donc L fois URO, c'est ce que je retiens ici donc de la base cylindrique, multiplié vectoriellement par m fois le vecteur vitesse, c'est-à-dire par m fois Lθ point, suivant Uθ. Alors, on a un produit vectoriel, donc URO multiplié vectoriellement par Uθ, on est en train de tourner dans le sens direct. Le trièdre direct qui est choisi dans la base cylindrique, c'est URO Uθ UZ, UZ qui est perpendiculaire, donc ici au plan Z égale 0, ce qui me donne pour le vecteur moment cinétique, M, L carré, θ point, suivant UZ. Alors, on se rend compte que là-dedans, M, la masse du système, est une constante, enfin, a priori, on peut le poser comme étant constante. L, c'est la longueur du pendule simple. Un pendule simple n'est pas un pendule élastique, donc L est une constante également. UZ, c'est le vecteur unitaire qui coïncide aussi bien donc, au repère cartésien qu'au repère cylindrique. C'est une constante. Donc, la seule grandeur dépendante du temps ici, c'est θ point, ce qui veut dire que pour la dérivée temporelle du vecteur moment cinétique, celle-ci sera assez simple à exprimer, puisqu'il s'agira d'écrire ml carré, la dérivée de θ point, c'est-à-dire θ seconde, dérivée seconde par rapport au temps de l'écart angulaire, suivant le vecteur unitaire, donc uz. Donc voilà pour la première partie de l'égalité qui apparaît dans le théorème du moment cinétique. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième partie de l'égalité, donc il faut calculer le moment de la résultante des forces. Le moment par rapport au point O de la résultante des forces. Donc c'est le moment de la somme des forces d'interaction.
le moment d'une somme, c'est la somme des moments. Alors tout ça se démontre assez facilement quand on écrit la définition. Donc ici, je vais moment par rapport au point O, donc du poids plus le moment par rapport au point O de la tension du fil, ainsi de suite, avec les interactions notamment avec l'air. Voilà pour l'écriture. Alors, il y a une particularité dans ces moments, c'est que ici, le moment par rapport au point O de la tension du fil, la tension du fil est collinaire au vecteur OM, et la définition du moment d'une force fait intervenir un produit vectoriel. Donc, produit vectoriel ici de deux vecteurs qui sont collinaires. Ça nous donne effectivement donc ici le vecteur nul. Alors ici c'est la seule pour laquelle effectivement on a un vecteur nul. Pour le reste, on va devoir effectivement calculer. Donc le moment par rapport au point O du poids, par définition, ça va donc être OM multiplié vectoriellement par P. P le poids, hein, pas la quantité de mouvement, comme on a pu le voir dans la démonstration du théorème du moment cinétique. Pour le moment de la poussée d'Archimède, on prend également donc la définition, OM vectoriellement pi, et même chose pour le moment des forces de frottement. Alors, je vous conseille de donner les expressions donc vectorielles de chacune de ces forces, ce que je n'ai pas écrit d'ailleurs dans l'étape schématisation, ce que j'aurais peut-être dû faire. On va l'écrire maintenant. Donc, le vecteur position, bien c'est L suivant u rho, multiplié vectoriellement donc pour les composantes du vecteur poids dans le système de coordonnées cylindriques. Alors là, je vous conseille de vous reporter donc à la petite vidéo réussir ces projections, hein, ce qui vous permettra d'avoir assez vite ici donc les composantes du vecteur poids dans la base cylindrique. Donc on peut voir ici que sur l'axe u rho, ça sera donc mg l'hypoténuse multiplié par le côté adjacent, enfin par cosinus θ pour avoir le côté adjacent. Donc j'ai mg cosinus θ suivant u rho pour la composante sur u rho du poids. Et pour la composante suivant uθ, ce sera donc mg fois sinus θ, mais attention, c'est opposé à uθ, donc moins mg sinus θ suivant uθ. Je fais la même chose pour les autres moments de force. Alors pour ici la poussée d'Archimède, donc la valeur de la poussée d'Archimède, sa norme est masse volumique du fluide fois le volume de fluide déplacé fois g, donc ça c'est la norme de la poussée d'Archimède. Je vois que si je dois projeter ceci sur l'axe u rho, ben ça va lui être opposé. C'est le côté adjacent à θ, donc ça fait intervenir un cosinus θ, mais comme c'est opposé ici, ça va être donc cosinus θ suivant moins u rho. Donc ça c'est pour le premier terme. Et la projection de la poussée d'Archimède sur uθ, donc j'ai terminé ça donc sur la ligne en dessous. Donc on va avoir plus donc, la valeur ρ, donc masse volumique du fluide, fois le volume de fluide déplacé, fois g, fois sinus θ, et cette fois-ci suivant uθ, puisque là, la composante de pi sur uθ est bien dans le même sens que uθ. Donc voilà pour le deuxième terme. Troisième terme, donc je développe de la même façon. L fois u rho, multiplié vectoriellement. Alors pour les frottements fluides, alors ça va aller un peu plus vite, j'ai dit qu'on prenait un modèle linéaire pour les frottements fluides, donc le coefficient de proportionnalité entre les frottements fluides et le vecteur vitesse, je vais l'appeler petit h, donc les forces de frottement fluide sont moins h fois le vecteur vitesse, mais le vecteur vitesse, ici en coordonnées cylindriques, ça sera L θ point uθ pour le pendule simple, donc moins HL θ point suivant uθ. Bon, on voit qu'on a trois termes ici donc à calculer. Alors, parmi ces trois termes, je me rends compte qu'ici j'ai u rho multiplié vectoriellement par u rho quand je distribue. Bon, bah ça, je sais que ça va faire le vecteur nul. Hein. Je vous rappelle qu'un produit vectoriel de deux vecteurs qui sont collinaires donne toujours le vecteur nul. Et on se rend compte qu'on va voir la même chose ici pour la poussée d'Archimède. Donc là également, on a une première partie qui donne le produit vectoriel nul pour cette composante-là. Alors reste la seconde composante ici. Donc on a u rho multiplié vectoriellement par uθ. Donc u rho multiplié vectoriellement par uθ, c'est ce que nous avions déjà rencontré ici pour le moment cinétique. Ça donne uz. Donc si je recopie l'expression
du calcul qui est à faire. Dans le premier terme ici, donc je vais avoir L multiplié par moins mg sinus θ suivant uz. Donc je vais écrire de la façon suivante, moins mgl sinus θ suivant uz. Ça, c'est ce qui va rester pour le moment du poids P. Pour le moment de la poussée d'Archimède, donc on va voir plus masse volumique du fluide fois le volume de fluide fois G fois L sinus θ suivant uz aussi pour les mêmes raisons. Et pour le moment de la force de frottement fluide, je vais avoir moins HL carré θ point, U rho multiplié vectoriellement par Uθ, donc suivant uz. Donc en fait ici, on a le moment par rapport au point tau de la résultante des forces qui vaut cette expression. Alors certes, un peu lourde, mais un peu lourde parce que nous avons tenu compte des interactions avec l'air. Bien, donc j'ai les deux parties ici de l'égalité qui intervient dans le théorème du moment cinétique. Je vais pouvoir écrire que donc ce premier terme est égal à ce second terme. On voit que tout est suivant uz, donc on peut projeter sur uz, donc du uz scalaire uz, ça fait 1. Ou en d'autres termes, on pourrait dire simplifié entre guillemets par uz, hein, ce n'est pas une vraie simplification, mais on pourrait le dire ainsi par abus de langage. Ce qui veut dire que je vais avoir donc ici ml carré θ point point, ça c'est le moment cinétique, enfin la dérivée temporelle du moment cinétique par rapport au point O, égale, donc ici je vais mettre le premier terme en moins HL carré θ point, la dérivée première qui est ici. Là je vais faire une mise en facteur, hein, je vois que j'ai GL sinus θ qui apparaît dans ces deux expressions. Donc je vais avoir plus GL sinus θ facteur 2 moins m ici plus masse volumique du fluide fois le volume des fluides déplacés. Voilà, qu'on peut arranger. Donc je vais tout diviser par ml carré, je vais mettre les termes en θ tout à gauche de l'égalité, ce qui me donne une équation différentielle qui va pouvoir s'écrire θ point point, ce terme-là donc plus h sur m θ point, c'est ce qui va rester en ayant simplifié par ml carré. Ce terme-là, donc je vais faire passer à gauche et je vais changer le signe dans la parenthèse pour éviter d'avoir un signe moins. Donc plus donc GL sinus θ donc divisé par ml carré, alors je vais simplement diviser par le L ici, donc G sur L, sinus θ je vais l'écrire après, donc ici plus M divisé par M, donc il va me rester ici 1, moins masse volumique du fluide fois le volume de fluide divisé par la masse de l'objet, donc on voit ici une compétition entre des caractéristiques du fluide et de l'objet, qui vont pouvoir nous éclairer est-ce que la poussée d'Archimède finalement est négligeable ou pas devant le poids. Tout ceci multiplié par sinus θ égale à 0. Bon, alors, on a ici donc une équation différentielle qui n'est pas si simple que ça, loin de là, puisqu'elle n'est pas linéaire à cause de la présence du sinus θ. Donc là, j'ai une équation différentielle du second ordre, donc vérifiée par θ, mais qui n'est pas linéaire. Alors, voilà pour la mise en équation. Alors, il resterait donc ici deux étapes. La troisième étape qui serait la résolution de cette équation. Donc, pour résoudre cette équation, souvent ce que l'on fait, c'est tout au moins en première année, on regarde ce qui se passe pour des écarts angulaires assez faibles, hein, lorsque le pendule oscille ici avec une amplitude finalement qui est assez proche, alors pas de 0, mais inférieure en général à 10 degrés. Alors ça marche plutôt encore assez bien, même quand c'est un peu supérieur et qu'on veut donc vérifier donc avec, entre théorie et pratique, avec les moyens de mesure que nous avons, même pour des angles θ de l'ordre de 20-25 degrés, ça fonctionne encore assez bien de considérer que l'angle θ peut être petit, ce qui justifierait ici donc une approximation.
et de prendre sinus θ à peu près égal à θ. Bon, alors, après, il y aura des commentaires à faire là-dessus. Pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Il y aura d'autres vidéos justement sur les résolutions d'équations différentielles, qu'elles soient du premier ordre ou du second ordre. Et on se placera donc dans presque tous les coups, je dirais, pour des équations différentielles linéaires. Bien, alors, ça sera tout donc, pour cette application. Donc, vous pouvez voir là-dedans, finalement, c'est quelque chose d'assez équivalent donc, à l'application de la seconde loi de Newton, ce qui donne effectivement donc, la même équation différentielle, quelle que soit la méthode de résolution que vous choisissez.